Les hostilités militaires sont terminées. En tout cas, dans un premier temps, c'est le constat qui apparaît. Ça ne veut pas dire que la paix est de retour et qu'on est à l'abri d'une reprise des opérations militaires à n'importe quel moment. Nous sommes donc de retour en direct sur le plateau de TV Finance et il est l'heure d'ouvrir notre page géopolitique avec notre invité, avec mon invité, Lotfi Hamzi. Bonjour Monsieur Hamzi. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Monsieur Hamzi. Je rappelle que vous êtes professeur de géostratégie, on peut dire ça, à Neoma Business School, également docteur en droit international. Ma première question, Monsieur Hamzi, est toute simple. Depuis qu'un protocole d'accord a été paraphé par le président américain et le président iranien la semaine dernière à Versailles, eh bien, peut-on dire que la guerre d'Ormuz est finie ? Les hostilités militaires sont terminées. En tout cas, dans un premier temps, c'est le constat qui apparaît. Ça ne veut pas dire que la paix est de retour et qu'on est à l'abri d'une reprise des opérations militaires à n'importe quel moment. Effectivement, donc on comprend qu'effectivement ça met fin aux hostilités, mais que la région reste assise sur un baril de poudre et que la moindre petite escarmouche, le moindre commentaire mal compris peut faire tout repartir. On a appris hier que les États-Unis levaient quasiment toutes les sanctions contre l'Iran. Est-ce que c'est de nature à rassurer les voisins de l'Iran et notamment tous les pays du Golfe Persique ? Sans doute, les voisins de l'Iran et les pays du Golfe et de manière générale, l'ensemble de la communauté internationale est rassuré suite à cette levée. D'ailleurs, on voit la réaction des marchés, du prix du pétrole, de la bourse. Donc, ça montre qu'il y a un minimum de sentiments de retour à la normale. Pour autant, les Iraniens sont encore très vigilants et ils veulent maintenir une certaine pression dans les négociations. Et il n'est pas exclu qu'il y ait de nouveau des clashs, que ce soit diplomatiques, que ce soit même militaires, qui remettraient un petit peu la région dans un état d'inquiétude, comme elle l'était ces dernières semaines. Donc je pense qu'effectivement, la situation actuelle est plutôt rassurante, mais encore une fois, il ne faut pas crier victoire. Les négociations ne font que commencer et à tout moment, il peut y avoir un clash suite à une mésentente, suite à une sortie de Donald Trump, à une réaction iranienne, une vexation comme on l'a vu avant-hier, etc. Exactement. Et il y a un autre acteur aussi qui maintient toute cette paix fragile sur un fil, c'est l'acteur israélien, Benjamin Netanyahou. J'aimerais revenir avec vous sur cette petite phrase qu'il a dit. Alors que les forces israéliennes sont toujours présentes au sud Liban, il a dit que Tsahal, l'armée israélienne, conserve une totale liberté d'action pour éliminer les menaces directes. J'ai deux questions qui me viennent à partir de cette phrase de Benjamin Netanyahou. La première, est-ce qu'on peut dire tout simplement que l'État libanais est en train de mourir diplomatiquement ? L'État libanais est un peu, en quelque sorte, dans une situation de mort cérébrale, pour reprendre l'expression de quelqu'un que vous connaissez, depuis plusieurs années, avant même cette crise, mais il l'est peut-être encore plus aujourd'hui. Sur le plan diplomatique, le Liban n'est pas maître de ses décisions, malheureusement. Donc, il y a plusieurs acteurs, à la fois internes, mais aussi internationaux, qui font que les décisions du gouvernement libanais sont très lentes, et lorsqu'elles sont prises, elles ne sont pas prises toujours de manière sérieuse par les différents partenaires internationaux, parce qu'on sait très bien qu'à tout moment, elles peuvent être remises en cause par une partie ou une autre, que ce soit en interne ou en externe. Donc effectivement, le Liban est encore plus aujourd'hui dans une situation d'absence du jeu diplomatique. Malheureusement, les décisions sont en train de se prendre aux dépens de ce pays.
Exactement, on a l'impression, alors vous parlez de mort cérébrale, on a presque l'impression que le Liban est mis sous tutelle de l'Iran. Quelle est la légitimité de l'Iran pour négocier au nom du Liban sans mandat? L'Iran depuis que le Hezbollah est devenu un acteur principal au Liban, a une présence très forte à travers cet acteur. Donc c'est par solidarité chiite, si on peut prendre cette expression, que l'Iran intervient, non seulement au Liban d'ailleurs, comme vous le savez, mais dans d'autres régions du monde, telles que le Yémen, etc., pour influencer, pour jouer, pour entrer dans les jeux politiques et stratégiques d'un pays ou d'une région à travers cette influence chiite. Donc aujourd'hui, l'Iran appuie par solidarité la population chiite, et le Hezbollah tient sa légitimité de cet appui et bien entendu du soutien militaire et financier de l'Iran. Alors effectivement, vous dites que le Hezbollah est affaibli militairement, c'est ce que l'on entend, ce qu'on lit beaucoup. Est-ce que c'est l'opportunité idoine pour reconstruire un État libanais souverain ? On a vu déjà dans le passé un affaiblissement important sur le plan militaire du Hezbollah. Et pourtant, le Hezbollah s'est reconstruit une force militaire importante. Certes, ça peut jouer, ça peut être un facteur déterminant dans la reconstruction de l'État libanais, mais ça ne se fera pas uniquement par l'affaiblissement militaire du Hezbollah. D'autant plus que, encore une fois, il n'est pas dit dans les protocoles d'accord que l'Iran accepterait de lâcher son partenaire chiite, le Hezbollah. Le Hezbollah a aussi des ramifications à la fois régionales et internationales très très importantes. Non, je pense que ce qui pourrait éventuellement être un facteur déterminant dans la reconstruction de l'État libanais, c'est une négociation avec l'élément Hezbollah, qui d'ailleurs, je lis beaucoup la presse libanaise notamment, et je vois que l'influence du Hezbollah va au-delà de la population chiite. Il y a une bonne partie de la population chrétienne, notamment du Sud, je ne dis pas la totalité, qui défend les positions du Hezbollah et pense que le Hezbollah est le seul acteur qui défend l'indépendance réelle du Liban. Ouais, c'est une situation extrêmement compliquée. Donc je reviendrai toujours sur cette petite phrase de Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, qui a dit que Tsahal conserve une totale liberté d'action pour éliminer les menaces directes dans le sud du Liban. Est-ce que, par la force des choses, on peut lire cette déclaration comme étant un peu la fin de l'ordre américain ? Est-ce que l'hégémonie américaine est-elle en train de s'effondrer structurellement, ou bien assiste-t-on simplement à un repli tactique avant un retour en force dans quelques années ? Moi, je pense que les déclarations de Benjamin Netanyahou sont d'abord des déclarations à destination de son électorat et de la population israélienne. Donc, il veut montrer qu'il tient tête, y compris à son meilleur allié, donc le président Donald Trump. C'est pas la première fois d'ailleurs. Il espère toujours que Donald Trump lui laisse une marge d'action. Et je pense qu'il l'obtiendra. Mais si réellement il y avait un revirement stratégique et tactique américain dans son positionnement vis-à-vis de l'allié israélien, Israël et Benjamin Netanyahou auraient du mal à maintenir sa position. Il y aurait une pression énorme à la fois américaine mais aussi régionale pour qu'il mette fin à ses velléités, notamment territoriales, et qu'il se retire. Alors, sans doute, il ne se retirera pas entièrement de l'ensemble du territoire conquis au Liban, mais qu'au moins, il libère une bonne partie de cette partie du territoire. D'ailleurs, si vous permettez, hier, je lisais qu'il y a une nouvelle donne assez intéressante. C'est un titre qui a été publié dans la presse où le président syrien Char dit qu'il pourrait contribuer à la recomposition, à la reconsolidation de l'État libanais, y compris en discutant avec le Hezbollah. Donc là, ce retour de l'acteur syrien qui a été exclu depuis des années, notamment depuis que
l'armée syrienne a décidé de quitter le territoire libanais et depuis le repli justement syrien, peut-être qu'il y aurait un retour de l'acteur syrien. Comment il serait accueilli, je pense pas très bien, notamment par la population libanaise, ni par les politiciens israéliens, mais je ne suis pas certain que le président Char a dit ça un peu dans le vide. S'il a fait cette déclaration, c'est qu'il sent quand même une certaine moins un certain encouragement indirect de la part de l'administration américaine. Ses relations avec le président américain sont plutôt bonnes. Et j'imagine qu'il aurait, sinon le soutien, au moins les encouragements de l'administration américaine pour faire ce type de déclaration. Très clair, mais en tout cas, ça nous conforte dans l'idée que le Liban est en train de perdre sa souveraineté au fur et à mesure, quand même. Absolument. En réalité. Monsieur Hamzi, on en discutait très rapidement hier, mais j'ai l'impression que cette année 2026 ressemble furieusement à celle de 1976. Il y a 50 ans, inflation haute, banque centrale à la manœuvre, un Proche-Orient en feu. Est-ce que l'histoire se répète ? Alors, beaucoup diront que l'histoire ne se répète jamais, mais on l'a vu, ne serait-ce que les philosophes grecs, mais aussi arabes, à travers notamment Ibn Khaldoun, considèrent que l'histoire est cyclique et qu'il y a, à un moment donné, des faits ou des événements qui se répètent, ou en tout cas qui permettent le retour de situations semblables à celles du passé. Le parallèle que vous faites est intéressant par rapport aux années 60, il est très pertinent, mais à condition de ne pas le prendre au pied de la lettre, me semble-t-il. En effet, on ne revient pas à la guerre froide. En revanche, on retrouve plusieurs caractéristiques de cette période, notamment la compétition entre grandes puissances. La Russie est affaiblie, mais il y a la Chine, il y a l'Inde, etc. Et ces grandes puissances sont en train de revendiquer une part importante dans le jeu des relations internationales. Il y a aussi le retour de la question du nucléaire comme facteur stratégique. Ça rappelle aussi les années 60 et principalement les années 70. Et puis, vous l'avez dit, l'importance du Moyen-Orient. Avec, bien sûr, l'énergie et l'émergence, enfin, de pays qui refusent de choisir finalement un camp ou l'autre. Donc, c'est de ce point de vue-là, la guerre Iran-États-Unis, Israël, illustre parfaitement en fait le retour d'un monde de rivalité géopolitique structurante. Alors que on a cru pendant plusieurs années vivre dans un monde essentiellement organisé par la mondialisation économique et finalement par l'absence, en quelque sorte, des rivalités idéologiques. C'est hyper intéressant ce que vous dites, monsieur Hamzi. Vous parlez de rivalités géopolitiques structurantes, c'est-à-dire qu'elles sont nécessaires à l'ordre mondial ? Elles sont nécessaires à la transformation de l'ordre mondial, absolument. Donc, à un moment donné, l'ordre mondial est toujours le fruit de rapports de force. Parfois, ça peut paraître un peu inéthique pour des personnes un peu, on va dire, idéalisantes, etc. Mais c'est la vérité aujourd'hui des relations internationales. Les relations internationales sont fondées sur le rapport de force. Donc oui, les rapports de force se refont. Il y a de nouveaux acteurs qui apparaissent, d'anciens acteurs qui tentent de résister, et c'est autour de cette rivalité que le monde va se restructurer en quelque sorte. Je comprends. On va revenir un instant sur Israël. Israël qui apparaît de plus en plus isolé dans des aveux même de J.D. Vance hier qui disait que Israël n'avait plus qu'un seul allié, c'était Donald Trump. C'est pour vous dire. Est-ce que selon vous, Israël mène une guerre d'existence ou une guerre de puissance ? Oui. Israël n'est plus menacé dans son existence. Il y a très peu d'acteurs aujourd'hui qui remettent en cause l'existence même d'Israël.
Après, quelle existence, quel Israël, quel territoire, etc. Ça, c'est une autre question. Donc, Israël est arrivé à un stade de la puissance et de la légitimité, et même de la légalité, que son existence n'est plus réellement remise en cause. Il a conclu la paix avec plusieurs pays voisins, il est en train de tisser des relations de plus en plus rapprochées plutôt avec des pays du Golfe, à travers les accords d'Abraham, qui ont connu un arrêt, notamment depuis la guerre avec l'Iran, mais ces accords ne sont pas remis en cause. Beaucoup de pays du Golfe se rapprochent et continuent à se rapprocher et le feront encore davantage dans les années à venir, notamment parce qu'ils pensent qu'une alliance avec Israël serait plus bénéfique qu'un rapprochement de l'Iran. Je parle notamment des Émirats arabes unis, qui ont compris que leur existence même et que leur survie dépendraient justement d'une alliance forte avec Israël. Donc, je pense, pour répondre à votre question, que pour Israël, c'est plus une question de positionnement stratégique et de rapport de force avec les voisins, avec bien sûr des différences entre les acteurs politiques israéliens. Benjamin Netanyahou, soutenu par l'extrême droite, défend une thèse expansionniste. Donc, hors de question de rendre le Golan, expansion nécessaire, vitale au Liban, annexion d'une part sans doute de la Cisjordanie et puis une partie de Gaza. Tout ça répond justement à cette vision d'un État israélien fort, soutenu par une extrême droite religieuse qui rêve justement du grand Israël. Et ok, bah écoutez, merci beaucoup, Monsieur Hamzy, d'avoir été avec nous ce matin. Lotfi Hamzy, vous êtes professeur à Neoma Business School, vous êtes docteur en droit international et relations internationales. Et bah écoutez, merci beaucoup pour votre temps et vos éclairages. À très bientôt, Monsieur Hamzy. Merci de votre invitation. Je vous en prie. Au revoir. Bonne journée. Voilà, de notre côté, eh bien, on va s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous tout au long de cette matinée, tout au long de cette heure. Avec nous, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet tvfmedia.fr ou sur notre chaîne YouTube TV Finance. Et voilà, donc la journée est terminée. Je vous rappelle les principaux catalyseurs quand même. Ce sont les PMI qui vont driver la séance aujourd'hui. Les Américains, à 15h45, PMI dans les services, PMI manufacturiers, ce sont des premières estimations, ce sont des PMI flash, comme on dit. En France, ils sont sortis meilleurs qu'attendus pour les services et pour le manufacturier. En Allemagne, il est tout juste posé sur la barre des 50. Vous savez, c'est cette limite entre expansion et récession. Voilà, du coup, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain, donc c'est Roselyne Pagès à 8h55 et moi je vous retrouverai jeudi prochain. Je vous souhaite une excellente journée sur TV Finance.